le domaine de la pierre. Seul le silence est grand, certes, mais ici, le silence est régénérant, purifiant. Loin du monde et du bruit, aurait renchéri La Fontaine. Nuitamment, ce sont les brames des cerfs qui se font écho dans une ultime provocation et qui déchirent la nuit de leur feulement rauque. À notre arrivée à la pierre, c'est une chouette, victime probable du décalage horaire, qui a ponctué notre franchissement de la grille monumentale avant de remonter lentement la majestueuse allée d'honneur qui mène au perron, où nous attendait Cow-Boy, le facétieux teckel de nos hôtes. La première impression, au pied des marches du château, c'est la belle ordonnance des lieux. Les jardins à la française, tirés au cordeau, les fastueuses écuries sur la gauche, à droite une vue lointaine sur Bouloir par une percée dans la végétation, et tout près, les 5000 hectares de la forêt de Vibray, à la fois apaisants et mystérieux. Les maîtres des lieux, modernes et dynamiques, incarnent la génération des enfants de l'aristocratie qui se sont retroussés les manches pour conserver les patrimoines familiaux. La France est fière de son histoire et de cette multitude, plusieurs dizaines de milliers de domaines, mais sommes-nous tous conscients de l'abnégation avec laquelle, dans chaque fratrie, il y a un frère ou une sœur qui, contre toute attente, décide de s'atteler à la sauvegarde de ces immenses maisons de famille. La vie de château, pas vraiment. Un art de vivre à la française, certes, que le monde nous envie et qui fait de notre pays la première destination touristique au monde. Mais pour combien de temps encore? Ne soyons pas pessimistes. Tant qu'il restera le désir chez les gens de goût d'approcher l'excellence française, nous y parviendrons, grâce aux ambassadeurs tels les maîtres de la pierre qui nous reçoivent aujourd'hui dans leur belle demeure. Une maison qui vit et qui s'apprécie en partage avec ceux qui le désirent, le temps d'un séjour, d'un séminaire, d'un mariage ou d'une course célèbre. Par cette belle journée de l'été indien, laissons-nous aller à rêver. Le cœur de la pierre parle, et c'est une bien belle histoire à déguster sans modération. Alors nous sommes dans la pointe extrême de la forêt de Vibray, Tout à fait. dans l'est du département, nord-est du département. Est, plein est, nous sommes plein est. Et là, on regarde vers l'ouest. Et là, on regarde vers le Mans. Nous sommes donc au pied de cet escalier monumental de la pierre et de cette allée qui est majestueuse quand même. Tout La à fait. grille est majestueuse, vraiment. Donc bah, écoutez, je vous propose de rentrer. On visite. Voilà, suivez-moi. Nous sommes dans le grand salon, salon d'apparat. Salon d'apparat que nous n'ouvrons pas tous les jours, comme vous pouvez bien l'imaginer. Alors on est dans le style Napoléon III, Pur Napoléon mais la III, maison est beaucoup plus ancienne. Et la maison date de 1589, où là où vous aviez les premières fondations faites par François de Lavove. Ensuite, ce François de Lavove vend la propriété à un certain monsieur de Loisel. On a d'ailleurs dans les archives de la maison le prix d'achat à l'époque, 120 000 livres. Voilà. Il faudrait voir ce que ça C'est donne. une colle pour nos téléspectateurs. Hein. Je sais pas si Traduisez ça en euros. Il faudrait traduire ça en euros. Je pense qu'un notaire distingué devrait arriver à actualiser ça. Donc, ce monsieur de Loisel n'a pas d'enfant, meurt donc sans descendance, et il s'ensuit un long procès. 20 ans, disiez-vous? À mon avis, largement 20 ans. Largement 20 ans, où ils se sont allègrement chamaillés, probablement en y laissant quelques plumes, chacun. Et en 1634, la propriété échoit à François le Gras, le premier marquis du Luard. Donc la pierre, depuis longtemps, a été une propriété du Luard. D'accord. Voilà. Alors, ce François du Luard a de la descendance, et celui qui fait le plus de travaux ici, c'est Philippe du Luard, qui reçoit la pierre comme cadeau de mariage à son mariage en 1840. 1840, c'est le Second Empire, c'est une période de relative prospérité pour la France rurale. Donc,
les Duluard avaient quelques finances et ils ont tenu à marquer leur passage sur terre par des travaux d'embellissement. Alors, travaux d'embellissement, c'est-à-dire on installe 4 tours quasiment aux 4 points cardinaux. On construit des écuries relativement monumentales que nous pourrons voir tout à l'heure. Les abords du château sont embellis. Un jardin à l'anglaise qui est mis en place de façon à servir de cadre à ce château. Ça a obligé à manier, semble-t-il, des tonnes et des tonnes de terre. Alors, les tonnes et les tonnes de terre, c'est un petit peu plus tard. C'est plus tard. Parce que entre 1925 et 1935, Louis de Pontois, un descendant des Duluard, trouvant que ce parc à l'anglaise n'était pas assez magnifique pour servir d'écrin au château, a fait dessiner par le paysagiste Duchesne un jardin à la française, qui a nécessité quand même 4000 mètres cubes de terrassement, évidemment terrassement entièrement réalisé à la main, bien sûr. Et avec des petits wagonnets écartement de Cauville tirés par des chevaux, et les rails sur lesquels circulaient ces wagonnets étant déplacés à l'avancement du chantier. Ce chantier a quand même duré 10 ans, 1925-1935. Et comme on pourra le voir tout à l'heure, les végétaux qui y sont les végétaux d'origine. Charmilles, buis, ifs, tout ça, c'est les végétaux d'origine. Alors, on a quand même cherché un peu à simplifier le dessin de Duchesne, parce que Duchesne avait prévu des parterres de fleurs, des bordures en buis taillé, etc., 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 des contre-allées en sable ou des entourages de statues en briques cassées. C'était absolument magnifique. Il y a autant de contraintes. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, très très contraignant, et surtout quand on doit tondre régulièrement, ça nécessite beaucoup de manœuvres, et donc ça augmente le temps de tonte de façon absolument dramatique. Alors madame, quand vous avez repris avec votre époux les destinées de la maison, ça fait 7 ou 8 ans je crois, oui, à peu près, vous avez ouvert la pierre à des activités. Voilà, on s'est dit qu'il fallait que la pierre vive, parce que bon, quand on a une maison comme celle-là, il faut l'ouvrir. Et donc nous avons décidé de recevoir pour des mariages. Donc nous avons fait des travaux dans les écuries. Oui, qui sont magiques, on va aller les voir tout à l'heure. On va aller les voir. Et donc nous avons fait une grande salle de réception qui peut contenir jusqu'à 300 personnes assises. Et souvent, quand le temps le permet, les cocktails se font dans les jardins à la française, justement. Et nous recevons également à l'occasion des 24 heures du Mans et de Le Mans classique, et donc soit des écuries ou soit des passionnés de voitures anciennes. Donc, et ça, c'est un moment pour nous très agréable. C'est un moment de rencontre, tout à fait. Oui, c'est tout à fait. J'entendais même monsieur nous dire tout à l'heure que Nick Mason a été un des visiteurs de cette maison. Tout à fait. Nous l'avons reçu une année. Nous avions en même temps que lui Richard Atwood, le vainqueur de 1970, de l'édition de 70 des 24 heures. Et c'est des gens que nous n'aurions jamais eu l'occasion de rencontrer autrement. Et c'était très, très agréable de pouvoir échanger quelques mots avec eux et les accueillir ici. Donc nous sommes ici dans une partie déportée du noyau central d'origine. Et donc c'est par successivement construction des tours, du jardin d'été, de l'entrée principale ici qui est recouverte de sa terrasse que ces rajouts ont Exactement, été là, étalés sur 1 siècle et demi à peu près. Sur même presque 2 siècles. Presque 2 siècles. Si vous voulez, on a vraiment l'impression ici que chaque génération de propriétaires a voulu laisser sa marque par un ajout successif. Partant du principe qu'on avait juste 5 fenêtres en façade au tout début, dont 2 qui dont après ça 2 de plus, plus les 2 ailes en retour, puis après ça 4 tours, puis après ça un jardin d'hiver et une bibliothèque.
chaque génération a cherché à vraiment mettre Et ça. le hall d'entrée, la dernière touche Et le hall d'entrée qui est fait en 1935. par votre grand-père, Exactement. avec un sol en marbre. Avec un sol en marbre qui vient d'Italie. Et c'est une entrée complètement monumentale. Avec terrasse au-dessus. Et avec une terrasse au-dessus qui maintenant est étanche. Oui. Ce qui n'a C'est- pas toujours été le cas. C'est le souci, je crois. En général, les étanchéités de terrasse, il n'y a pas que dans les immeubles modernes Et donc, qu'il y a ce genre de problème. La propriété est sur 4 niveaux, y compris le... Alors, il y a une cave, le rez-de-chaussée où nous sommes, un premier étage et un deuxième étage, sans compter un grenier plus ou moins aménagé. Plus les pavillons. Il y aurait 2 pavillons. Il y a après 2 pavillons de gardiens de part et d'autre de la grille, une maison qui était l'ancienne maison du régisseur où nous avons habité pendant 20 ans, et à côté des écuries, il y a également un pavillon de concierge. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle aussi de la verrerie, parce qu'il y a eu jadis une activité. Alors, il y a eu une forte activité économique au niveau de la verrerie qui a duré pendant 2 siècles, 1734-1936. Et l'implantation était le Et fait là- de la présence du bois pour chauffer. Alors, l'implantation, c'était parce qu'on était au confluent à la fois d'une ressource forestière importante Oui. et d'une ressource en sable Ah oui. également importante. Parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de camions, tous les transports se faisaient par des tombereaux tirés par des chevaux, voire des bœufs. Et donc, aussi bien le bois que le sable ne devait pas venir de distances trop importantes. Alors, il était facile, enfin, entre guillemets, relativement facile d'amener de la soude pour mélanger avec le sable, arriver à faire le verre, mais il fallait surtout une ressource en bois phénoménale pour porter le sable à 800 degrés, température de fusion du verre. Alors, cette verrerie a tourné pendant 2 siècles, a connu des fortunes diverses parce que les maîtres verriers qui étaient, on appellerait ça locataires gérants vis-à-vis des propriétaires de l'époque, certains ont fait fortune, d'autres ont fait des faillites retentissantes, et on va dire que les 40 dernières années de fonctionnement de la verrerie, c'était géré entre guillemets en direct par le régisseur de la propriété qui avait loué les services d'un maître verrier pour faire fonctionner. Alors, il y a un terme que vous avez évoqué tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué parce qu'il est tellement inusité en Sarthe, c'est coron. Alors, initialement, les ouvriers verriers étaient logés dans des maisons qui se trouvent à l'emplacement de l'avenue actuelle. À la fin du XIXe siècle, de façon à ménager une entrée monumentale pour ce château, ces maisons ont été démolies et un coron tout à fait similaire à un coron qu'on pourrait voir dans le nord de la France a été construit et il y a 21 maisons, toutes sur le même modèle, construites en briques, avec des fenêtres en entourage de briques, les briques étant fabriquées sur la propriété. Il y avait de l'argile, donc on prenait le matériau du coin, et les murs étant en silex, des pierres de champ, bien montées avec de la chaux. Et voilà. Donc c'est l'architecte de la rue, qui est le même architecte d'ailleurs qui a travaillé sur le château, qui a dessiné les maisons de cette cité ouvrière. Pour se marier à la pierre, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance, madame ? En principe, entre 1 an et 6 mois à l'avance, à peu près. Mais bon, il y a des dates qui sont plus prisées que d'autres. Effectivement, si vous voulez vous marier au mois de décembre, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, le mois de juin est un mois assez... Et il y a les 24 heures qui viennent troubler le calendrier. Oh, troublé, non pas, mais bon, qui enlève un week-end pour les mariages, en tout cas. Voilà. Merci infiniment de Écoutez, nous avoir permis de rêver. C'était un agrément de vous avoir. Et puis longue vie à la pierre. Merci Merci beaucoup. Parce que vraiment, c'est un domaine avec ce temps-là qui donne envie de rester. Vous revenez quand vous voulez. Merci infiniment.